Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va être consacrée au cours du jeudi 14 mai. Durant cette séquence, nous allons corriger les 3 exercices qui venaient de Labo Lycée, donc qui étaient des annales, en rapport avec le chapitre 15, donc le chapitre traité la semaine dernière. Donc premier exercice, synthèse de l'acétate d'éthyle. Vous aviez donc l'acétate d'éthyle utilisé comme dissolvant, entre autres, ou pour certaines colles aussi. Donc un protocole de synthèse était présenté ici avec 3 étapes. La première avec l'introduction des réactifs et la transformation chimique avec un chauffage à reflux. La deuxième, l'extraction. On ajoutait de l'eau salée puis on utilisait l'ampoule à décanter pour réaliser l'extraction. Et la troisième, donc c'était une phase de purification avec l'hydrogénocarbonate ici. Donc là, ça va être l'objet des questions. On avait introduit 0,10 mol de chacun des réactifs et on obtenait 5,9 ml du produit, de l'ester. Quelques données. L'équation de la réaction était fournie. Première question, identifiez en justifiant votre réponse les fonctions chimiques des molécules organiques intervenant dans la réaction de synthèse. Donc on a la fonction acide carboxylique, puisqu'on a le groupe carboxyle COOH ici. On a la fonction alcool, puisqu'on a le groupe hydroxyle ici. Et on a la fonction ester, puisqu'on a le groupe ester COOC. Le nom de l'acétate d'éthyle en nomenclature officielle, la nomenclature des esters est en 2 parties. Une partie en amont du groupe, ici 2 carbone, donc éthanoate, et une partie en aval, ici 2 carbone également, donc éthyle, donc éthanoate d'éthyle. Les montages suivants peuvent-ils être utilisés pour l'étape 1? Donc on a dit que l'étape 1 c'était l'introduction des réactifs et la transformation chimique et qu'elle nécessitait l'utilisation d'un montage de chauffage à reflux, c'est donc le B. Le A c'est pour la distillation fractionnée, le C c'est pour la distillation, donc A et C ce serait pour de la purification. Donc là ici pour la transformation chimique c'est le B. Justifier en argumentant avec une équation de réaction si c'est nécessaire le choix dans le protocole des différentes opérations ici. Ajout d'acide sulfurique, donc là c'était dans l'étape 1, on vous dit qu'on ajoute de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique n'apparaît pas dans l'équation de la réaction, donc ici c'est un catalyseur, hein. Sa présence réduit donc la durée de la réaction mais n'apparaît pas dans le bilan. Ici ensuite le chauffage à reflux, le chauffage à reflux il a 2 intérêts, il permet de réduire la durée de la réaction puisque la température est un facteur cinétique tout en évitant les pertes de réactifs et de produits grâce au condenseur. Les vapeurs formées se liquéfient dans le condenseur et retombent dans le ballon. L'ajout de l'eau salée, eh bien, c'est pour l'extraction liquide-liquide pour séparer donc l'ester du milieu réactionnel parce que l'ester est peu soluble dans l'eau salée, tandis que les acides carboxyliques et acides sulfuriques, l'alcool et l'eau sont très solubles dans l'eau salée. Donc ça permettait de faire une bonne extraction. Et enfin, l'ajout de solutions aqueuses hydrogénocarbonate de sodium, eh bien, ça permet d'éliminer les traces d'acide, les dernières traces d'acide éthanoïque et sulfurique qui restent dans la phase organique. Puisque les ions H+, vont réagir avec l'hydrogénocarbonate HCO3-, hein, on vous donnait le couple HCO3-, H2O CO2, ça va former du dioxyde de carbone, d'où le dégagement gazeux de dioxyde de carbone ici. Déterminer la valeur du rendement, alors le rendement c'est quantité de matière expérimentale sur quantité de matière théorique. La quantité de matière expérimentale on va la voir avec le volume ici d'ester, donc volume d'ester grâce à la masse volumique de l'ester qui est ici, ça va nous donner la masse de l'ester, hein, ρ égale m sur v, donc m égale ρ fois v, et ensuite petit m sur grand M pour avoir, donc grand M est donné là, pour avoir la quantité de matière expérimentale. La quantité de matière théorique, on voit d'après l'équation de la réaction que un acide carboxylique va réagir avec un alcool. On avait 0,10 mol de chaque, donc on devrait un acide réagit avec un alcool pour former un ester, donc 0,10 mol d'acide va réagir avec 0,10 mol d'alcool pour former 0,10 mol d'ester. Donc la quantité de matière théorique, si le rendement était de 100% et que la réaction était totale, serait de 0,10 mol. Donc quantité de matière expérimentale sur quantité de matière théorique. La quantité de matière expérimentale, donc ρ fois V sur masse molaire. Quantité de matière théorique c'est 0,10 mol. On a du 62%, 0,62, donc c'est cohérent puisque on a une double flèche ici, donc la réaction n'est pas totale. Est-ce qu'on peut dire que le rendement est égal à la proportion d'éthanol consommée au cours de la transformation
Alors là, il fallait regarder l'équation. Le rendement, pardon, c'est la quantité de matière d'ester formée sur la quantité de matière théorique. Alors, la quantité de matière théorique, c'est la quantité de matière d'éthanol, comme la quantité de matière d'acide, puisque on a 0,10 mol pour chaque. Et la quantité de matière d'ester formée, ça va être la quantité de matière d'alcool, donc d'éthanol ici, consommée. Donc on peut dire en effet que le rendement va être égal à la proportion d'éthanol consommé. Euh, Ah oui, j'ai oublié une question, proposer un titre pour nommer chacune des 3 étapes du protocole. Alors, c'est vrai que j'ai pas répondu à cette question, mais on l'avait dit quand je présentais le protocole. Donc l'étape 1, ça va être la transformation chimique, introduction des réactifs et transformation chimique. L'étape 2, l'extraction de l'ester. Et l'étape 3, la purification de l'ester. On passe aux questions 4. Quels groupes d'atomes correspondent respectivement aux lettres R et R'? Donc on voit que R est lié à l'acide carboxylique et R' à l'alcool. Donc R, ça va être CH3 et R', C2H5. Complétez les étapes 1 à 5 avec une ou plusieurs flèches courbes. Que représentent ces flèches courbes? Ces flèches courbes vont représenter le mouvement de doublet d'électrons. Donc les mouvements de doublet d'électrons qui vont d'un site donneur vers un site accepteur quand on a formation de liaison et et de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif quand on a une rupture de liaison. Alors dans l'étape 2 on n'avait rien à faire. Dans l'étape 1, eh bien on voyait qu'on avait une liaison qui se formait ici. Cette liaison là n'existait pas avant. Et donc pour la formation de cette liaison, donc entre l'atome d'oxygène et l'hydrogène, on va avoir une flèche courbe qui va partir du site donneur, donc le doublet non liant de l'atome d'oxygène, vers le site accepteur, H+, ici. Cette flèche elle est comme ça. Alors pour l'étape 3, on observe la formation d'une liaison entre l'oxygène et un hydrogène, ici on avait juste OH, là on a OH2, et donc on a aussi une rupture de liaison, cette liaison ici n'existe plus, donc là on va avoir une flèche courbe qui va partir du doublet non liant de l'atome d'oxygène, site donneur, vers l'atome d'hydrogène, site accepteur, puisqu'il est moins électronégatif que l'oxygène, et une flèche courbe qui part de la liaison à rompre vers l'atome le plus électronégatif, ici l'oxygène. Étape 4, rien à faire. Étape 5, on a une rupture de cette liaison ici. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc la flèche courbe part de la liaison à rompre, ici, vers l'atome le plus négatif. Et enfin, les catégories des étapes 2 et 4. 2, on voit qu'on a 2 réactifs qui donnent un produit, c'est une addition. On a de plus une disparition d'une double liaison ici. Et donc une liaison double qui passe à une liaison simple. Et l'étape 4, c'est l'inverse. Un réactif qui donne 2 produits et apparition d'une liaison multiple. Donc on a une élimination ici. Et donc le rôle joué par H+, on voit qu'H+, est consommé à la première étape et régénéré à la dernière, c'est un catalyseur, on l'avait déjà dit, c'est le rôle de l'acide sulfurique. Donc les flèches courbes ici dont on a parlé. Donc tout ça, ça vient de la Bollicée, exercice comme corrigé. Alors stratégie de synthèse avec la protection des acides aminés pour former des polypeptides, ici donc la méthanképhaline, qu'on appelle aussi tirglyphémète. Donc vous avez les différents types d'acides aminés qui sont présentés, les séquences de protection, déprotection d'une fonction amine, et la même chose pour la fonction acide carboxylique. À quoi reconnaît-on que les molécules du document 1 sont bien des acides aminés? Parce qu'ils sont porteurs du groupe amine et du groupe carboxyle, donc acides aminés. Les 4 acides alpha-aminés différents nécessaires à la synthèse de la méthanképhaline. Alors, il y avait la méthode compliquée qui consistait à reconnaître ici qu'on avait la tyrosine au début, ensuite on avait la glycine ici, de nouveau la glycine, et puis ensuite la phénylalanine ici, donc en comparant avec le document 1, et ça se terminait par la méthionine, qu'on avait ici, donc la méthionine là. Ou alors la méthode plus simple, on voyait que la méthanképhaline s'appelle aussi la tirglyphémète, donc tyrosine, glycine, phénylalanine et méthionine. Donc ensuite, sur la copie, recopier et compléter l'équation de la réaction entre un acide carboxylique et une amine. Entourer et nommer le groupe fonctionnel, le nouveau groupe fonctionnel. Donc le nouveau groupe, c'est le groupe amide, CONH. Enfin, CON ici plutôt. Et
conservation des éléments et conservation de la charge nous permet de dire qu'on a H2O en plus, hein, puisque si on compare les éléments présents parmi les réactifs et ceux présents parmi les produits, on remarque qu'il nous manque 2 hydrogènes et un oxygène ici, donc H2O. Est-ce qu'on peut obtenir un seul dipeptide en faisant réagir 2 acides alpha-aminés différents ensemble sans précaution particulière? Justifié? Eh bien non. Hein. Si on a un acide aminé A1 qui réagit avec un acide aminé A2, eh bien on va se retrouver avec 4 possibilités. A1, A2, A2A1, A1A1 et A2A2, puisque le groupe carboxyle d'un acide aminé peut réagir avec le groupe amine de l'autre acide aminé, mais aussi avec lui-même. Donc on a 4 possibilités, d'où la nécessité de protéger les groupes qu'on ne veut pas voir réagir et oui c'est ça, donc là c'est de déprotéger après pour les libérer. Donc si l'exemple qui est pris dans le corrigé, c'est si on avait la glycine qui réagissait avec l'alanine, on pourrait avoir de la glygly, donc l'acide carboxylique le groupe carboxyle de la glycine réagit avec l'amine de la glycine. ALA, c'est le groupe carboxyle de l'alanine qui réagit avec l'amine de l'alanine. GlyAla, groupe carboxyle de la glycine qui réagit avec l'amine de l'alanine. Ou ALAGly, groupe carboxyle de l'alanine qui réagit avec l'amine de la glycine. Alors ensuite, donc dernière étape de la synthèse de ce polypeptide. Donc on a le réactif A qui réagit avec le réactif B, simplifié ici. Il est possible d'obtenir 4 pentapeptides, on en a parlé. Là, 2 d'entre eux sont identifiés. Il faut reconnaître les 2 autres. Donc là, en fait, ici, le pentapeptide qui nous intéresse, c'est BA, c'est-à-dire que le groupe carboxyle du réactif B va réagir avec le groupe amine du réactif A. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, le groupe carboxyle ici réagit avec l'amine ici. Donc là, on a BA. Ici, celui-ci, c'est BB, c'est-à-dire que le groupe carboxyle de B réagit avec l'amine de B. Donc là, on a BB. On peut évidemment avoir AA, donc le groupe carboxyle de A réagit avec l'amine de A. On peut aussi avoir AB, le groupe carboxyle de A réagit avec l'amine de B. Déduire de la question précédente quelle fonction de chacun des réactifs A et B doit être protégée afin d'obtenir la méthancéphaline. Alors la méthancéphaline, on a dit que c'était l'acide carboxylique de B qui réagissait avec l'amine de A. Donc comme c'est l'acide carboxylique de B qui réagit, eh bien il faut que l'amine de B soit protégée. Donc l'amine de B on protège. Et comme il doit réagir avec l'acide carboxylique, avec l'amine de A, pardon, eh bien on va protéger l'acide carboxylique de A. Donc on doit protéger, en récapitulant, l'amine de B, puisque c'est l'acide carboxylique de B qui réagit, et on doit protéger l'acide carboxylique de A, puisque c'est l'amine de A qui doit réagir. Et enfin, dernière question, il s'agissait de compléter les réactions de protection et déprotection. Alors ça pouvait sembler assez compliqué comme ça, mais en fait c'était extrêmement simple puisque tout était déjà fourni dans les données. C'est-à-dire que pour protéger l'amine, eh bien, on va le faire réagir avec le terbutylcarmate ici, et pour le déprotéger, c'est expliqué là, on met en milieu acide à 25 degrés. Pour protéger l'alcool, eh bien, avec le méthanol, et pour le déprotéger, c'est avec de l'eau, en fait, une hydrolyse. Et alors là, on va passer directement à la correction de ça. Donc ici, c'était la même réaction que dans le document 2, en fait, il suffisait juste de remplacer R par R1. Et protection de A, même chose, hein, c'était la même chose que dans le document 3, il fallait juste rajouter un NH2 ici, qui n'apparaissait pas dans le document 3. Mais donc on recopiait. Ensuite, la réaction entre l'espèce protégée, B protégée en fait, qui réagissait avec A protégée. Et donc ça nous donnait, ça c'était déjà fourni, déprotection de la fonction amine. Bon là on rajoutait, on indiquait juste qu'on était à 25 degrés en milieu acide, et puis donc on déprotégeait, et puis déprotection de la fonction acide carboxylique, donc en rajoutant de l'eau. Dernier exercice que vous aviez à traiter, odeur de rhum. Il fallait comparer 4 protocoles qui permettaient de produire un ester qui a une odeur de rhum
Cet ester, il fallait le synthétiser en choisissant le protocole qui semblait le plus pertinent. Et donc il fallait faire une petite, un paragraphe argumenté en fait, hein, pour expliquer pourquoi on choisissait le protocole indiqué. Donc la synthèse du protocole la synthèse de l'ester pardon est présentée ici, des données physico-chimiques là. Premier protocole, donc on vous dit, on a un ballon, on met 0,30 mol d'éthanol, la pierre ponce, 0,30 mol d'acide méthanoïque. On fait un chauffage à reflux de plusieurs heures et aucune évolution du système chimique, on n'obtient pas le méthanoate d'éthyle. Donc là, rendement 0%, donc bon, déjà celui-là, on ne va pas le garder. Deuxième protocole, on met 0,30 mol d'éthanol, 4 gouttes de solution d'acide sulfurique pur, donc qui vont servir ici à apporter les ions H+, qui sont un catalyseur. La pierre ponce qui sert pour homogénéiser le mélange. 0,30 mol d'acide méthanoïque. On chauffe à reflux et on a un rendement de 67%. Bon bah c'est déjà, on élimine déjà le 1, on ne garde que le 2, parce que dans le 1 on n'avait rien. Protocole 3, 0,30 mol d'éthanol, acide sulfurique, pierre ponce, pour l'instant rien ne change. On met 2,02 mol d'acide méthanoïque, donc un large excès du deuxième réactif. On chauffe à reflux et lorsque l'équilibre est atteint, un dosage montre qu'il reste 1,73 mol d'acide méthanoïque. Donc s'il reste 1,73 mol d'acide méthanoïque, sachant qu'on avait mis 2,02 mol d'acide méthanoïque, ça veut donc dire qu'on a consommé 0,29 mol d'acide méthanoïque. Comme d'après l'équation de la réaction, un acide va réagir avec un alcool pour former un ester. Donc si on a consommé 0,29 mol d'acide, c'est qu'on a formé 0,29 mol d'ester. Or, on avait mis 0,30 mol d'acide, 0,30 mol d'alcool et 2,02 mol d'acide. Donc la quantité de matière théorique c'était 0,30 mol, hein, parce que notre réactif limitant ce serait l'alcool ici. On a mis un large excès du deuxième réactif. Et donc on devait former 0,30 mol d'ester si la réaction avait été totale et on en a formé 0,29, donc on a un rendement de 0,29 sur 0,30, donc 97%, meilleur que le 2. Donc là encore on élimine le 2 par rapport au 3. Et enfin le 4, alors on met 0,30 mol d'éthanol, 4 gouttes de solution d'acide sulfurique, la pierre ponce, 0,30 mol d'acide méthanoïque, donc on revient au protocole 2, sauf que le ballon est surmonté d'une colonne à distiller, d'un réfrigérant permettant la récupération du distillat, et on chauffe jusqu'à 55 degrés, et là ça stabilise. Lorsque la température monte à nouveau, on arrête le chauffage et on obtient 23,4 litres. Alors, en ayant chauffé à 55 degrés, on a distillé le méthanol, puisqu'on voit que sa température d'ébullition est à 55 degrés. On a obtenu 23,4 millilitres, la masse volumique est de 0,918, donc ça on peut calculer la quantité de matière. Donc 23,40918, ça va nous donner la masse, puisque M égale ρ fois V. Ensuite, on fait masse sur masse molaire et on obtient 0,29 mol. Donc 0,29 sur 0,30, puisqu'on avait 0,30 mol des réactifs. Donc on a encore 97%. Mais, par rapport au protocole 3, c'est que on obtient notre espèce pure dans l'Erlenmeyer ici. On n'a pas le reste d'éthanol, même s'il en reste très peu, il en reste quand même. On n'a pas surtout l'acide méthanoïque ici dans le mélange, donc on n'a pas d'extraction à faire. Donc on va privilégier le protocole 4. Donc tout ça a été expliqué dans le corrigé ici. Voilà, alors bon courage, bon travail et à vendredi, à demain, donc pour ceux qui souhaitent participer à la classe virtuelle, qui ont des questions de toute nature sur le cours de sciences physiques semaine ou des semaines précédentes. Bonne journée et à demain.